donc un cas clinique de service de neurologie A. Il s'agit d'une patiente de 65 ans, adressée par un confrère neurologue pour bilan d'une tétraplégie. La patiente a comme antécédent un diabète de type 2 depuis 15 ans, toujours mal équilibré, une HTA sous traitement depuis 6 ans, une anémie ferriprive sous traitement martial, des calculs coralliformes du rein droit et un fibrome utérin opéré. Donc, l'histoire de la maladie remonte au mois d'octobre 2017, initialement par l'apparition de paresthésie à type de brûlure diffuse touchant les 4 membres. Et un mois plus tard, l'évolution s'est faite vers l'installation progressive d'une lourdeur des 2 membres inférieurs, puis des membres supérieurs, sans trouble sphinctérien, sans trouble de déglutition, ni gêne respiratoire. La malade est devenue grabataire au bout de 3 mois. Donc, l'examen neurologique note une tétraparésie côté 2/5 au membre supérieur, 1/5 au membre inférieur, hypertonie spastique, des réflexes ostéotendineux globalement abolis avec un rotulien gauche vif, des troubles de la sensibilité superficielle et profonde sans niveau sensitif évident. Le reste de l'examen général était sans particularité, sauf une escarre fessière stade 4. Donc, en conclusion, c'est une patiente de 65 ans qui a comme antécédent un diabète, une HTA sous traitement et qui présente un tableau de myélopathie cervicale évoluant sur 3 mois. Donc, à ce stade de l'observation clinique, quels sont les différents diagnostics que vous pouvez discuter? Oui. Il y a une proposition ici. Quel diagnostic? L'arthrose cervicale. Oui. Myélopathie cervicarthrosique. Myélopathie cervicarthrosique. Compression médulaire sur myélopathie cervicarthrosique. Ou surtassement vertébral. Ou surtassement vertébral cervical. Métastatique. Surtumeur. Maladie de Birmer. Oui. On avance. Donc, effectivement, on avait retenu une myélopathie progressive. On avait discuté les causes compressives ou non compressives, donc, que ce soit inflammatoire, infectieuse ou post-infectieuse, tumorale vu l'âge de la patiente, paranéoplasique, métabolique, vasculaire, tout en sachant que ce n'est pas le tableau, mais dans le sens d'une fistule. Donc, quel est l'examen complémentaire que vous demandez en première intention? Radio du crâne. Elle a plus de jambes, elle a peut-être encore un cerveau. Tout le monde est d'accord pour l'IRM. Allez. Volontaire pour l'interprétation. Alors, qui veut y aller? Oui. Le pointeur. Oui. Le pointeur. Ça réfléchit, ça regarde. Qui veut un pointeur ici? Où? Très bien. Donc, c'est qui? Il n'y a pas de compression médulaire qui peut expliquer tout le tableau clinique, mais il y a une arthrose avec des empreintes digitiformes au C4, C4, C5 et C5, C6. Un hypersignal en intramédulaire qui peut évoquer Donc, hypersignal intramédulaire, oui. Sur combien d'étages? Est-ce qu'il est centromédulaire, postérieur? On décrit? Plusieurs étages. C'est étendu. Sur au moins 3 étages. Au moins 3, c'est ça. Non, non. Il est au sus et sous. Il est sus et sous. Il y en a un en bas de la... Ici. On continue. Et il n'est pas de bonne qualité. Et Qui derrière, veut les compléter? parties molles, c'est normal? Mais toi, tu connais le cas, c'est les tiens. Je pense que tout le monde a vu. Oui. Micro. Là, Hypersignal, très étendu. très étendu. Jusqu'en bas. Effectivement, cervico-dorsal, minimum dorsal haut. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? En dehors de... Oui, c'est un hypersignal, mais comment il faut la... oui, peut-être, effectivement, ça va jusqu'à pratiquement le bulbe, oui. Oui. Voilà. Augmentation du Voilà. volume de la moelle aussi. Voilà. Aspect hétérogène. Voilà, donc nous avons l'hypersignal qui est étendu, mais au sein de cet hypersignal, il y a quand même des zones où le signal est beaucoup plus intense au sein, et ça remonte aussi jusqu'au bulbe. Voilà. Hétérogène, avec quand même un œdème de la moelle,
Voilà, il y a une grosse moelle, donc c'est œdémateux, hétérogène et assez étendu. Est-ce que cet hypersignal, partie molle cervicale, Ça n'a pas un nom, ça. Les spotty bright. Les Spotty Bright, il y a que ça, Spotty Bright. non. Il faut le voir sur les coupes axiales. Il faut les voir sur le coupe axial. Est-ce que vous avez des coupes axiales pour dire Spotty Bright? Donc sur les coupes axiales T2, les images sont de mauvaise qualité quand même, Oui. et on arrive de voir l'hypersignal qui est Pas très bien. Ah ben non, on étendu n'arrive pas sur à le plan voir. axial. On avance? Oui, on avance. Pardon. C'est un hypersignal qui prend toute la... Donc tu remets les T1 les injecté. axiales parce que c'est très important. Donc si on reprend un petit peu ces images en peu supérieur, piqueté. c'est un hypersignal, voilà, ça se confirme, qui est très hétérogène, qui prend, au fait, pratiquement, on ne voit pas la moelle, hein. C'est pratiquement toute la moelle qui est prise avec effectivement un écrasement des espaces sous-arachnoïdiens, c'est-à-dire que c'est un hypersignal qui est très édémateux. Voilà. Oui. Donc à cette étape-là, hyposignal T1, hypersignal T2. Ça, c'est le quelques gadon. Voilà, quelques petites prises de contraste. C'est des lésions qui prennent le gadon. À cette étape-là, quels sont vos diagnostics? Oui. Hypothèse diagnostique. Énémo, d'un côté. Physiopathologie 2. Point de vue, il est inflammatoire déjà. C'est une myélopathie, c'est inflammatoire. Après que l'étiologie, effectivement. 65 ans. 65 ans. Moi, je- 65 ans. Non, on peut évoquer également un épandymome. Tu me cautionnes? Tumor, un épandymome c'est parmi les tumeurs qui sont centromédulaires, étendues, qui peuvent prendre le produit de contraste de cette façon. Il y a Pour le moi- caractère progressif sur 3 mois. Vous l'avez vu s'aggraver. Bon, elle s'est aggravée sur 3 mois, qui n'est pas pour la NMO. Ça, c'est jusqu'à présent, il n'y a pas de cas de NMO d'installation progressive de décret. Voilà. Donc, là, progressif. Très bien. Ici, Hicham? Pour moi, un aspect de myélite avec autant d'œdème, j'évoque plutôt une granulomatose. Toute étiologie confondue, inflammatoire ou infectieuse. Très bien. Moi aussi, je suis d'accord pour l'hypothèse tumorale avec cet aspect en faveur, avec parfois l'œdème qui peut aller au-dessus et au-dessous de façon très intense, donnant des aspects de pseudomyélite. Moi, j'évoquerai également un aspect de myélite ischémique dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique. Donc le paranéoplasique, le tumoral et l'inflammatoire. Est-ce qu'on peut dire c'est un tableau de myélite? C'est-à-dire quand on dit myélite, pour reprendre, voilà. Oui, mais voilà, myélite aiguë, je veux dire. Est-ce qu'on est dans le cas d'une myélite aiguë ou myélite aiguë? Voilà. On est dans le cas d'une myélite chronique. Myélite progressive. L'IRM cérébral. Une IRM cérébrale, d'accord. Donc on a complété par une IRM cérébrale. Ah, Tu peux commenter. pointeur, micro. Scone. Ici. Alors on a une séquence T2, un T1 gado Et diffusion. et une diffusion. 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 C'est-à-dire c'est pas un T2 étoile. Là, c'est un Non, T2 diffusion. étoile. C'est Ah un bon T2 étoile. Qui est mal fait. Non, c'est une diffusion, c'est-à-dire. C'est une diffusion. Ah pardon, c'est une diffusion. Pardon, c'est une diff. C'est une diff. Alors on interprète. Micro, c'est-à-dire. T2, T1 injecté en haut, les deux coupes, et une diffusion en bas. Alors, qui veut interpréter? Décrire d'abord. On peut évoquer une malformation artério-veineuse. C'est une lésion hétérogène au hyposignal T2 qui est localisée au niveau
Parasagittal droit qui Cortical. Oui, pour le rehaussement, c'est pas visible pour les séquences. Elle se rehausse de façon hétérogène. Elle se rehausse par rapport à la faute du cerveau ici. Oui. Micro. Voilà, pardon. Il y a tout le reste qui se rehausse, mais il y a effectivement une partie qui reste en hyposignal malgré l'injection. Et il est hyposignal. Pas beaucoup d'œdème. Non, pratiquement pas. On voit très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pachyméningite, s'il vous plaît, ici? Sur le T2, il n'y a rien. On voit la lésion. Sur les séquences GADO, est-ce qu'il n'y a pas un épaississement pachyméningé? Pas sûr. Pas sûr. Je ne sais pas, est-ce que ça a été fait après l'APL? Très bien. Oui. Donc effectivement, c'est une... Au contraire. Il est en hypo. Oui, il y a une petite collerette. Mais quels sont les diagnostics sur ça? Sur ça, quels sont les diagnostics? Michel a dit caverna. Est-ce que c'est... C'est-à-dire micro. Pardon. Quel est le premier diagnostic? Lésion comme ça, parasagittale, hyposignale, sans œdème. Avec une myélopathie en bas. Là, déjà, elle sur l'IRM. Là. Oui. Oui. Effectivement, c'est un méningiome. Exactement. C'est le premier diagnostic plus que le cavernome. Plus que le cavernome, c'est les méningiomes parce que vraiment, il est accolé, il est sur la faux, du cerveau. Et on va montrer le scanner. Donc juste avant le scanner, il y a une prise de contraste également au niveau de la tente du cervelet. Voilà. C'est très noir. Il y a la lésion qu'on voyait qui est en hyposignal, ça se confirme T1, mais voilà, il y a une autre lésion sur le scanner, sur l'IRM, avec injection de produits de contraste. Et là aussi, elle est sur la tente du cervelet. Voilà. Oui, c'est fait la même chose sur le scanner. Justement. Parce qu'il est calcifié. C'est calcifié. C'est vraiment très particulier, effectivement, et un peu intriguant sur l'IRM. Comme c'est des méningiomes calcifiés, effectivement, ils ne prennent pas le produit de contraste, mais effectivement, le diagnostic, il est sur le scanner. C'est des calcifications. Donc c'est un méningiome calcifié C'est des méningiomes. de découverte fortuite, asymptomatique. De méningiomatose cérébrale. Méningiomatose cérébrale. Alors pour la moelle. À ce moment-là, quels sont les autres examens? Méningiomatose filiforme étendue reliant le cervelet au machin. Pour être uniciste, moi c'est ce qu'on m'a appris. Une angio-IRM. Angio-IRM. Une angio-IRM. Oui, mais c'est aussi bien le territoire postérieur. On demande une angio-IRM. Non, on n'a pas fait d'enjeu hier. Non, parce que si on part du fait que on dit que c'est un méningiome, il y a une calcification de quelque chose. Donc on considère que c'est un méningiome qui est calcifié, c'est ça ce que... Non, c'est pas de calcification de quelque chose. Pardon. C'est des méningiomes calcifiés. Oui, c'est pas une lésion calcifiée, c'est des méningiomes calcifiés. Je parle si on veut être uniciste. C'est-à-dire en tenant compte du problème que l'on voit au niveau de la moelle et qu'on voit cette lésion-là. Si on veut être uniciste, est-ce qu'on peut passer une malformation? Une MAV calcifiée. Voilà, et plus une MAV qui est au niveau médulaire. Maintenant, si on sépare... Ça fait pas MAV. Non, c'est pas méningiome. Oui. Mais justement, c'est dans l'unicité, dans l'esprit de l'unicité, comment on peut rattacher ce qu'on voit à l'IRM, est-ce qu'on voit à l'IRM cérébral, est-ce qu'on voit à l'IRM médulaire? C'est un peu ça l'objectif. Est-ce qu'on peut avoir une tumeur médulaire à partir des méninges chez quelqu'un qui a un méningiome cérébral? Je ne vois pas d'autre lien. Ou alors on considère que méningiome c'est tout seul et la moelle c'est autre chose. Si on va être uniciste.
Au niveau médulaire, c'est quand même intramédulaire. Oui, oui, bien sûr. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans, On n'est pas dans en une tumeur extramédulaire. On n'est pas en extra. Donc, Fonction lombaire. oui, et donc on a fait tout un bilan biologique. On retrouve une anémie hypochrome microcytaire, donc un bilan inflammatoire VSS 54 CRPA37 en rapport avec les escarres, un diabète déséquilibré. Le reste du bilan était tout à fait normal, notamment la biopsie des glandes salivaires. L'APL, on a quand même prélevé quelques CC avec études cytochimiques normales et absence de cellules anormales. Ok, juste- que je remercie beaucoup. C'est le malade docteur Fadé, donc qui nous a été adressé. Donc il avait déjà eu sa PL parce qu'elle a été considérée effectivement comme une. Non, 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 il n'est pas d'accord. Ah, Vas-y. pardon. Let's-y, La let's-y, PL, let's-y. Il n'a pas osé. Oui, il n'a pas osé. Mais effectivement, on a prélevé quelques gouttes de LCR. Bah, Romain, toi tu voulais la faire debout, elles l'ont fait coucher. Moi, j'ai pas osé de faire de PL vu la taille de. C'est ma brique, je ne dis Là. pas. J'ai eu peur. Donc il a contre-indiqué l'appel, c'est Fadel. Ouais. Ouais. Et si l'Alaoui, s'il était encore en service, il a dit qu'il ne l'aurait pas fait. Ouais, qu'on continue. Allez, on avance, s'il vous plaît. Donc, on a complété également l'examen par un EMG pour les neuropathies axonales motrices pouvant expliquer par son diabète et à l'examen ophtalmo une cataracte bilatérale. Je reconclus, c'est une patiente de 65 ans qui présente un tableau de myélopathie progressive, chez qui on trouve un hypersignal médulaire étendu et des méningios encéphaliques. Donc, est-ce que ça vous fait un diagnostic Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de discuter. D'accord. Voilà, donc on revient un petit peu vers les antécédents de la patiente, chez qui on retrouve une consanguinité de premier degré, une mère épileptique, un frère opéré pour un voluminomyéngiome, donc toujours suivi par son médecin traitant, donc une sœur opérée pour un orinome de l'acoustique avec paralysie faciale séquelaire et une cataracte familiale bilatérale. Donc on n'est pas là par hasard. Vas-y. Donc, et en revoyant un petit peu l'imagerie de la patiente centrée sur la queue de cheval, on peut voir une petite prise de contraste au niveau de la queue de cheval. Peut-on être en rapport avec un chevalome de la queue de cheval? Donc, raison pour laquelle nous avons retenu le diagnostic d'une... Non, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, c'est les méningiomes, la lésion intramédulaire, les antécédents familiaux. Donc, nous avons retenu le diagnostic de neurofibromatose de type 2. Très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, juste le tableau. Tu rappelles le tableau. Donc il y a plusieurs entités. La neurofibromatose de type 2, c'est une maladie génétique à transmission autosomique dominante dont le gène localisé sur le chromosome 22. La caractéristique principale, c'est les chevalons vestibulaires bilatéraux. Sur le plan clinique, nous avons les chevalons qui sont retrouvés chez 96% des patients NF2 et essentiellement c'est les chevalons vestibulaires. Et puis nous avons les tumeurs rachidiennes, 90% des patients, les astrocytomes, les épendymomes de bas grade, localisation préférentielle, c'est la moelle cervicale, et puis les méningiomes chez 58% des patients NF2 qui peuvent être de siège encéphalique ou bien extramédulaire. D'autres aspects cliniques se résument dans la neurofibromatose, les neurofibromes cutanés, la cataracte, les taches café au lait, quoique beaucoup moins fréquentes que dans la NF1, où d'ailleurs ils font partie des critères diagnostiques. Quant à la NF2, donc les critères diagnostiques actuellement sont basés sur les critères de Manchester, donc où on peut faire un diagnostic chez des patients qui ont un chevalon vestibulaire unilatéral, et juste il faut rappeler que des méningiomes multiples ont la même valeur qu'un chevalon vestibulaire unilatéral. Chez notre patiente, nous avons des méningiomes multiples, une lésion médulaire tumorale, une cataracte bilatérale, une histoire familiale de tumeurs intracrâniennes. Donc, on n'est pas là par hasard, c'est une NF2. Si, ouais, oui.